pour les problèmes qui existent. Donc nous avons décidé d'organiser un atelier de la société civile où toutes les organisations, ONG, syndicats, associations diverses se sont retrouvées le 5 mars, comme je l'ai indiqué dans le courrier, pour réfléchir sur la situation de la sociopolitique et voir ensemble comment dans la solidarité on pouvait trouver, nous aussi, on pouvait apporter des solutions aux problèmes nationaux. Donc au cours de cet atelier, il a été décidé de la création de Alternatives citoyennes ivoiriennes, qui est un mouvement citoyen qui veut travailler à la restauration de la paix et la démocratie. Nous disons bien restauration parce que pour nous, la paix est apparente, elle n'est pas effective. Parce que nous sommes dans le peuple, nous savons ce que nous entendons et nous savons ce que nous vivons. Donc, Alternatives citoyennes a décidé pour les 18 mois qui restent avant l'élection d'octobre 2020 de travailler à la création d'un climat apaisé. Donc, quel est le diagnostic? Il y a beaucoup de problèmes, mais nous pensons qu'on peut résumer le diagnostic en 4 points. Le premier point, c'est l'environnement électoral. L'environnement électoral est vraiment très inquiétant. Depuis qu'on a connu la guerre en 2010 à 2011, la réconciliation n'est pas effective. Il y a des initiatives qui ont été prises, notamment la création de la CDVR, qui a fait un diagnostic après la guerre, qui a proposé des solutions pour la réconciliation, mais ces solutions-là n'ont pas été mises en œuvre. Après, le gouvernement a créé la CONARIV. La CONARIV se chargeait d'indemnisation. Sur plus de 800 000 dossiers qu'elle a reçus, elle n'en a traité que 300 000. Donc, au sein de la population, il y a beaucoup de frustrés qui n'ont pas été pris en compte dans les indemnisations après la guerre. Et donc, nous disons que et la CDVR et la CONARIV n'ont pas suffi à apporter la vraie réconciliation aux Ivoiriens. Et il se trouve que dans la gestion de l'après-crise, il y a eu beaucoup d'injustices. Il y a eu beaucoup d'injustices. Nous sommes Ivoiriens, nous savons ce qui s'est passé. Il y a eu 2 camps bien tranchés qui se sont opposés. Mais après la guerre, il y a un seul camp qui a été poursuivi et l'autre camp a plutôt connu des promotions. Alors que d'après les rapports, même internationaux, les 2 camps auraient commis des exactions. Et ça a créé davantage de frustration au sein de la population, notamment par rapport aux partisans du président Laurent Gbagbo, qui ont été les seuls à être poursuivis. Par ailleurs, le fait qu'il soit actuellement acquitté et maintenu hors du pays est une autre raison qui ne peut pas favoriser la réconciliation. Parce que qu'on le veuille ou non, ces partisans sont très nombreux et quand on parle de réconciliation, il s'agit de tous les Ivoiriens. Donc normalement, on devrait réunir toutes les conditions pour que tous les Ivoiriens soient disposés à parler de réconciliation. Donc aujourd'hui, le fait qu'il soit acquitté, mais maintenu comme en exil, nous estimons que ça c'est un frein à la réconciliation. La deuxième chose, c'est des détenus politiques et militaires. Il y en a encore et certains ne sont pas encore jugés. Ça aussi, c'est un problème par rapport à la réconciliation. La troisième chose, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique manifeste. Parce que par rapport à la réconciliation, on n'a pas un programme qui est connu de tous. On n'a pas véritablement de planification par rapport à ça. Donc nous estimons qu'il n'y a pas de volonté politique. Pour notre part, le 31 mai 2018, on a écrit au chef de l'État pour demander une amnistie générale. On n'a jamais eu de réponse. On a fait une relance. On n'a jamais eu de réponse. Parce que nous estimons que l'amnistie générale permet d'absoudre tout le monde, les gens de tous les camps. Du coup, si personne n'a plus d'épée de Damoclès sur la tête, il est disposé à parler de réconciliation. Il y a eu une amnistie le 6 août, mais bon, ce n'est pas suffisant. Ensuite, le 20 août 2018, nous avons transmis à l'Assemblée nationale une proposition de loi sur la réconciliation. Là aussi, on n'a pas eu de suite. Mais on ne s'est pas arrêté là. On a fait des sensibilisations, on a fait des formations aux valeurs démocratiques et citoyennes. On a créé aussi, à un moment donné, l'ARDH pour nous concentrer sur la lutte purement sociale, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont véritablement oppressés, opprimés et qui n'ont aucun recours
Parce que ce que vous devez noter aussi, c'est que les populations n'ont plus confiance à la justice. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on peut vous traduire en justice sans que vous ne soyez informé. Vous-même le concerné, vous n'êtes pas informé, on vous traduit en justice. Un matin, on vous surprend avec le verdict et vous n'avez pas de recours. Tout simplement parce que la séparation des pouvoirs n'est pas respectée. Les magistrats eux-mêmes, il y a quelques mois, ont dû se plaindre des syndicats de magistrats parce que l'honorabilité de leur profession est maintenant mise à mal. Parce qu'il n'y a pas réellement de justice. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup de groupes qui sont victimes d'injustice, qui n'ont pas de recours. Et il y a quelques-uns qui sont là, qui vont vous résumer un peu leur situation tout à l'heure. Donc, je parlais de l'environnement électoral et je parlais de la réconciliation nationale. Mais en dehors de la réconciliation nationale, il y a le problème de la CEI. Vous savez certainement que c'est une organisation de la société civile qui a obtenu de l'Union africaine un arrêt qui demande au chef de l'État de faire la réforme de la CEI dans un délai d'1 an. Donc, à partir du 18 novembre 2016, le 17 novembre 2017, cette réforme devait avoir été achevée. Non seulement le chef de l'État ne l'a pas fait dans le temps, mais depuis que les consultations pour cette réforme ont commencé en janvier 2019, nous constatons que ces consultations-là ne sont pas inclusives. La preuve, nous qui avons travaillé depuis 2017 sur les questions de réconciliation, nous n'avons pas été associés. Et pourtant, nous avons produit, nous aussi, une proposition de réforme que nous avons déposée et au ministère de l'Intérieur, et à la primature, et au secrétariat général chargé des droits de l'homme. Mais nous sommes exclus comme d'autres groupes qui ont aussi fait des propositions. Alors que nous pensons que si véritablement on veut trouver un consensus autour de cette réforme, il faut associer tous ceux qui ont des propositions. Ça ne coûte rien d'écouter quelqu'un et puis de discuter argument contre argument pour qu'on arrive à quelque chose qui satisfasse tout le monde. Donc nous sommes inquiets même par rapport à cette réforme parce qu'il n'y a pas de mode opératoire qui soit clairement défini, il n'y a pas de calendrier qui soit connu. Donc on navigue à vue. Un matin, on vous apprend qu'il y a eu une réunion ici, une autre réunion là. Donc vraiment, nous pensons que ce n'est pas comme ça que les choses devraient se faire. Mais la réforme de la CEI n'est pas le seul problème de l'environnement électoral qui a à résoudre. Parce qu'en 2010, pendant que la CEI a proclamé un résultat, le Conseil constitutionnel a proclamé un autre résultat. Ça veut dire que, en dehors même de la réforme de la CEI, même le Conseil constitutionnel mériterait aussi d'être réformé. Le découpage électoral mériterait d'être révisé. Le listing électoral dans le code électoral doit être révisé chaque année. Ça n'a pas été respecté. Et l'année passée, quand ça a été fait seulement sur une semaine. Donc, les gens n'ont pas eu le temps véritablement de s'inscrire sur cette liste. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de sécurité aussi. Depuis 2002, il n'y a pas eu de désarmement. C'est malgré ça que nous sommes allés aux élections en 2010 et nous avons vu le résultat. Et après 2010, la situation est devenue pire parce qu'il y a des rapports de l'ONU qui font état de 23 000 tonnes d'armes qui circulent dans le pays. Donc normalement, avant qu'on organise les élections, il faudrait régler cette question du désarmement. Et puis au niveau urbain même, on a le problème des microbes, ce qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi. Ça aussi, ce n'est pas sécurisant pour les élections. Donc d'une façon générale, en dehors du problème de la CEI, pour ce qui concerne l'environnement électoral, il y a beaucoup d'autres problèmes, dont la réconciliation et tout ce que j'ai cité, qui font qu'il y a des raisons de crainte par rapport aux élections. Le deuxième problème, c'est les difficultés dans le dialogue politique. On a le pouvoir, on a l'opposition. Mais dans l'opposition, on a plusieurs groupes. On a l'opposition proche du pouvoir et on a l'opposition, la vraie opposition. Malheureusement, le pouvoir n'engage pas de discussion franche avec toute l'opposition. Et c'est ça justement qui ne rassure pas la société civile et c'est pour cela aussi qu'on a décidé de prendre nos responsabilités. Parce que jusque-là, on a laissé les politiques décider pour nous et ils ne nous ont apporté que la guerre et les problèmes. Nous voulons que désormais, l'environnement démocratique soit réel, que désormais la société civile s'exprime aussi et voit au chapitre par rapport aux solutions qu'on peut trouver pour la paix en Côte d'Ivoire. On a un problème aussi au niveau du dialogue social. On a un très gros problème.
à notre sens, le gouvernement ne maîtrise pas les principes du dialogue social. Quand on parle de négociation, parce que des gens sont en grève, ça veut dire que quand on vient à la table de négociation, chaque partie est prête à céder quelque chose. Dans notre cas, quand les gens entrent en grève, on les intimide, on les menace, on les emprisonne. On ne cherche pas à régler les problèmes. Il y a un représentant des enseignants qui est là, ils ont eu une trêve à partir d'aujourd'hui. Le ministre s'est allé dans la presse hier pour déclarer qu'on va les radier, alors que depuis le début de la grève, on n'a jamais cherché à leur proposer quelque chose qui puisse les satisfaire, les soulager un peu. Et ils sont engagés dans le recrutement de nouveaux enseignants qui non seulement ne sont pas formés, mais seront payés au rabais. On a publié leur salaire, seront payés au rabais. Donc ceux-là, parce qu'ils sont au chômage, ils sont d'accord, mais après, c'est plus de 10 000 enseignants là, ils vont dire, mais pourquoi est-ce que nous, on n'est pas payés au même titre que les autres? Donc ils vont réclamer des ajustements, un ajustement salarial, et ce sera tout à fait normal. Ça veut dire qu'en voulant déplacer un problème, on en crée un autre. Et ça, c'est des futurs grévistes qu'on est en train de préparer. En plus, c'est même pas évident qu'ils aient